Personne ne vient à votre mariage, faites avec. Mes parents ont laissé un mot dans une enveloppe, alors j'ai coupé les ponts. Bonjour. Je m'appelle Aria. Je pensais que l'organisation de mon mariage serait le moment le plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, mes parents m'ont envoyé une enveloppe, pas de câlin, pas d'appel, juste 4 mots, débrouille-toi. Tu as choisi cette vie. Non seulement ils ont manqué mon mariage, ils ont publié sur les valeurs familiales lors d'un barbecue auquel je n'étais pas invité. Ils ont ouvert des cartes de crédit à mon nom, et quand je me suis défendu, ils m'ont traité de folle dans mon dos. Est-ce le mariage qui nous a brisés, ou avait-il commencé à m'écarter bien avant que je ne dise « oui, je le veux » ? J'avais passé des mois à organiser mon mariage, non pas une affaire extravagante avec des lustres dorés et une liste de 500 invités, mais une cérémonie simple et sincère dans un vignoble chaleureux juste à l'extérieur d'Austin, au Texas. Daniel et moi avions rassemblé chaque dollar nous-mêmes, pas de prêt, pas d'aide familiale, juste 2 personnes construisant une vie ensemble à partir de rien. Pourtant, quelque part au fond de moi, je m'étais accroché à un espoir fragile. Peut-être que ma famille me surprendrait. Peut-être qu'ils se présenteraient avec des sourires et des câlins, fiers que j'ai réussi, que j'ai trouvé quelqu'un de bien. Je savais bien que non, bien sûr, mais savoir et espérer ne sont pas toujours la même chose. 6 mois avant le mariage, mes parents, Darlene et Wendell, ont commencé à laisser tomber des allusions plus pesantes que l'humidité du Texas en juillet. Prendre l'avion coûte si cher, soupira maman un soir au téléphone. Et ton père n'a rien de décent à se mettre pour quelque chose d'aussi chic, ajouta papa. Oui, les costumes ne sont pas donnés, tu sais. Le prix de l'essence aussi. Au début, je pensais qu'ils se plaignaient simplement. Les familles se plaignent, c'est ce qu'elles font. Mais les commentaires ont continué de petites piques passives-agressives, à gauche et à droite, jusqu'à ce que le message soit clair comme le jour, si tu nous veux là, tu as intérêt à ce que ça en vaille la peine. J'ai essayé d'être bienveillante. J'ai proposé de les aider à trouver des options abordables, suggéré le covoiturage avec d'autres membres de la famille, et même offert de leur réserver un modeste motel à proximité à mes propres frais. Cela a été accueilli par un silence aux lèvres pincées jusqu'à ce que, un après-midi, ma mère craque finalement. Si tu te souciais vraiment de la famille, tu ne t'attendrais pas à ce que nous déboursions pour tout ça. Tu nous aiderais. C'est toi qui te maries. C'est à ce moment-là que l'atmosphère a changé. Il ne s'agissait pas de célébrer mon bonheur, il s'agissait de levier, de culpabilité, de me rendre responsable de leurs efforts pour se présenter. Je me souviens être assise dans la cuisine, tenant le téléphone, fixant le mur blanc comme s'ils pouvaient m'offrir des réponses. J'ai réalisé alors, l'amour à leurs yeux avait toujours un prix. J'ai poliment refusé. Je leur ai dit que le mariage était petit, intime, et que nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de financer le voyage de tout le monde. Je l'ai dit fermement mais gentiment, en espérant qu'ils comprendraient. Ils n'ont pas compris. Les appels ont cessé. Les textos se sont taris. Pas de « j'ai hâte de te voir », pas de « félicitations, chérie », juste un silence radio. Quelques semaines plus tard, Daniel et moi avons posté les invitations écrites à la main, sincères, scellées avec un espoir tremblant. J'ai passé des jours à vérifier ma boîte aux lettres comme une adolescente attendant une lettre d'acceptation d'université. Rien n'est venu. Pas même un simple RSVP de mes propres parents. Mes amis l'ont remarqué. Et, Aria, est-ce que ta mère vient, a demandé quelqu'un lors de ma fête prénuptiale. J'ai forcé un sourire, balayé la question d'une blague sur les drames familiaux, mais à l'intérieur, cela m'a anéanti. Daniel m'a tenu la main sous la table, pas de mots, juste la chaleur constante de quelqu'un qui savait à quel point il était douloureux de prétendre qu'on ne souffrait pas. À mesure que la date du mariage approchait, j'ai commencé à changer intérieurement. J'ai cessé d'imaginer leur visage au premier rang. J'ai cessé de leur garder une place. Dans les heures calmes après le travail, je m'asseyais sur le canapé avec un verre de vin rouge bon marché, faisant défiler de vieilles photos, des matins de Noël, des anniversaires, des voyages en famille. Chaque souvenir me semblait maintenant un mirage, une chose que j'avais désespérément cru réelle jusqu'à ce qu'elle s'estompe sous le soleil implacable de la réalité. Un soir, alors que Daniel et moi préparions des sacs cadeaux pour notre petite liste d'invités et des amis, quelques collègues, 1 ou 2 cousins éloignés, et il m'a regardé et a demandé prudemment, « Tu es sûr que ça va d'aller de faire ça sans eux ?» J'ai hésité, fixant le ruban dans mes mains. Une partie de moi voulait encore croire qu'il se présenterait à la dernière minute, tout sourire et excuse, blâmant le travail ou la circulation ou un calendrier oublié. Mais une autre partie,
une partie plus profonde et plus ancienne de moi, savait que non. J'ai regardé Daniel dans les yeux et j'ai dit, peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment été là en premier lieu. La veille du mariage, l'appartement était plus silencieux que d'habitude. Pas de téléphone qui vibre, pas de conseil frénétique de dernière minute d'une mère qui était censée être ravie pour sa fille. Juste moi, Daniel, et l'écho d'une famille qui avait choisi le silence plutôt que la célébration. Nous avons dîné tôt, quelque chose de simple, des spaghettis et du pain à l'ail car aucun de nous n'avait l'appétit pour quelque chose de sophistiqué. Ensuite, Daniel est allé vérifier les costumes une dernière fois tandis que je me suis blotti sur le canapé, fixant le plafond, me demandant quand, exactement, je les avais perdus. Peut-être quand j'ai choisi un chemin différent? Peut-être quand j'ai cessé d'être la version de moi qu'il pouvait contrôler? L'horloge a dépassé minuit. Toujours pas de message, pas d'appel manqué, rien. Je me suis levé, j'ai vérifié la porte d'entrée une dernière fois comme une enfant désespérée attendant le Père Noël. Rien que le doux murmure de l'air nocturne du Texas. J'ai éteint la lumière du porche, verrouillé la porte, et me suis murmuré à moi-même, c'est ma vie, maintenant. Je ne le savais pas encore, mais l'enveloppe arriverait demain, scellant tout ce que je n'avais pas osé admettre. Le matin s'est traîné, la lumière du soleil s'infiltrant sur le parquet comme un avertissement. J'ai préparé du café par habitude et me suis assise près de la fenêtre, fixant la rue déserte. Au fond de moi, j'avais toujours su que ce jour viendrait, le jour où je devrais admettre que ma famille n'avait jamais été le conte de fées que je prétendais. On a frappé juste avant midi. Pas de ballon, pas de câlin, juste une enveloppe usée glissée à mi-chemin dans le cadre de la porte, comme si même la livraison ne méritait aucune cérémonie. Je l'ai retirée, mes mains semblaient plus froides qu'elles n'auraient dû l'être sous le soleil du Texas. À l'intérieur, une seule feuille de papier ligné, 6 mots de l'écriture acérée et inimitable de ma mère, débrouille-toi avec ça. Tu as choisi cette vie. Pas de signature, pas de chaleur, juste un renvoi final de personne que j'appelais autrefois mon foyer. J'ai posé le papier sur la table de la cuisine comme s'il pouvait exploser. Daniel est entré après avoir vérifié la voiture et s'est figé en voyant mon visage. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. J'ai fait glisser le papier vers lui. Il l'a lu une fois, puis une autre, la mâchoire serrée. « Tu ne mérites pas ça » a-t-il dit doucement. Non, pensais-je, je ne le méritais pas. Mais ce n'était pas nouveau. Cela s'était accumulé pendant des années, couche après couche invisible, jusqu'à ce que tout finisse par se fissurer. 6 ans. 6 ans à payer le loyer quand le chômage de papa s'est tari. 6 ans à couvrir les visites sans fin de maman chez le médecin pour un mal de dos qui ne l'empêchait pas de faire des virées shopping. 6 ans à co-signer des prêts pour Céleste parce que, tu es la responsable, Aria. Je n'étais plus une fille, j'étais un filet de sécurité. Personne ne remerciait, on s'appuyait seulement. Je me suis souvenu d'un réveillon de Noël où j'avais hésité à couvrir un autre mois de loyer. Maman, irritée, avait lancé « Nous t'avons élevé. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ta famille à survivre. » Survivre, comme si je leur devais mon avenir parce qu'ils m'avaient donné une enfance de promesses non tenues. Pas une seule fois quelqu'un n'avait dit « Merci », pas quand j'ai payé les réparations du camion de papa après un autre accident en état d'ivresse, pas quand j'ai sorti Céleste d'un autre semestre raté. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attente. Et le jour où j'ai dit non, refusant de financer leur présence à mon mariage, ils m'ont exclu sans hésitation. J'ai tourné ma tasse de café dans mes mains, me souvenant du moment où les fissures ont vraiment commencé à apparaître. J'avais rencontré Daniel lors d'un événement de banque alimentaire de l'entreprise. Nous avions passé des heures à emballer des boîtes, échangeant des blagues sèches sur notre superviseur trop zélé. Daniel n'était pas tapa accent grave-l'œil, pas de diplôme, pas de vêtements de marque. Il était stable, gentil, le genre d'homme qui se souvenait de ma commande de café sans demander. Parler de lui à ma famille, c'était comme jeter de la viande crue au loup. Lors d'un dîner tendu 6 mois avant le mariage, je l'ai présenté. Maman lui a jeté un regard comme si elle repérait un chien errant. Papa a marmonné dans sa bière, tu ne pouvais pas trouver mieux, hein. Céleste a attendu que nous fassions la vaisselle pour me murmurer, j'imagine que tu te contentes de peu quand tu as peur de finir seul. J'en ai ri, j'ai fait semblant que ça ne m'anéantissait pas. Mais en rentrant, Daniel a vu clair dans mon jeu, tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, a-t-il dit doucement. J'ai regardé par la fenêtre, incapable de les défendre plus longtemps, parce que ce n'était pas normal. Et peut-être que ça ne l'avait jamais été. Leur fierté envers moi était conditionnelle. Il s'agissait de contrôle,
d'apparence. J'étais utile tant que je leur donnais une bonne image, et quand j'ai choisi une vie qu'ils ne pouvaient pas dicter, j'ai cessé d'être leur fille. Daniel m'a serré la main. Tu ne leur dois pas ton bonheur. Des mots simples, des mots dangereux. Ils ont tout fait vaciller en moi. Après cela, nous avons avancé seuls. Nous avons réservé un petit restaurant de barbecue pour le traiteur, choisi des fleurs des champs plutôt que des roses, commandé des alliances simples sans diamants, sans ostentation. Quand des amis posaient des questions sur la liste des invités, le cortège, les discours, je mentais. Oh, nous faisons ça en petit comité, juste les amis proches. Je ne pleurais pas seulement leur absence, je pleurais l'illusion de qui je pensais qu'ils étaient. Peut-être que certaines familles sont construites par le sang. D'autres sont construites par les personnes qui choisissent d'être présentes. Et la mienne avait fait son choix clairement. Je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Les jours précédant le mariage se sont fondus dans un étrange mélange de tension et d'excitation creuse. Après avoir finalisé les derniers détails, Daniel et moi avons essayé de nous distraire des courses, la confection des plans de table, même le visionnage en rafale d'une vieille sitcom qu'aucun de nous n'aimait vraiment. N'importe quoi pour noyer le silence qui s'était installé sur mon téléphone comme de la poussière sur une étagère oubliée. Toutes les quelques heures, je le regardais, presque involontairement, comme un réflexe désespéré. Peut-être qu'un message était arrivé. Peut-être qu'ils avaient changé d'avis. Peut-être qu'ils avaient réalisé à quel point tout cela paraissait cruel de l'extérieur. Mais l'écran restait obstinément vide. Pas d'appel manqué, pas de « nous sommes fiers de toi », pas de « hâte de te voir marcher jusqu'à l'hôtel ». Je n'arrêtais pas de me dire que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de leur validation, que j'étais plus forte que ça. Mais ça n'empêchait pas la petite douleur incessante de ronger les bords de mon cœur. Un soir après le dîner, Daniel et moi sommes allés nous promener dans le quartier. L'air du Texas était épais mais rafraîchissant, les cigales chantant leurs chansons d'été sans fin. J'ai glissé mon bras dans le sien alors que nous marchions sous les lampadaires orangés. Je suis désolé qu'il ne soit pas meilleur, a dit Daniel doucement. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas à être désolé pour eux. Ils ont fait leur choix. La vérité avait un goût amer mais nécessaire. Je voulais croire que c'était suffisant. Ça ne l'était pas. Le lendemain matin, en triant mes courriels, mon téléphone a vibré sur la table. Pas un appel, un texto. Je l'ai attrapé avant que mon esprit ne puisse s'emballer trop loin. C'était de ma mère. Bonne chance, mais tu ne fais plus partie de la famille. Tu as choisi ton camp. Pas de salutation, pas d'explication, juste un verdict froid, comme si elle me claquait une porte au nez sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. Pendant un instant, le monde a basculé. Je suis restée assise, clignant des yeux devant l'écran, le lisant et le relisant comme si la répétition allait changer les mots. Ils n'ont pas changé. Daniel est entré de la cuisine, portant 2 tasses de café. Il s'est figé en voyant mon visage. Sans un mot, je lui ai tendu le téléphone. Il l'a lu 1 fois, 2 fois, sa mâchoire se crispant à chaque passage. Puis il a posé le téléphone soigneusement, presque avec révérence, et m'a entouré de ses bras par derrière. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais. Je pensais que peut-être le barrage céderait enfin, mais tout ce que je ressentais était une sorte d'engourdissement, un écho creux là où l'amour aurait dû être. Ils avaient tracé leur ligne dans le sable. Je n'étais plus leur fille. J'étais quoi? Une étrangère? Une déception? Une ennemie? Je suis restée assise là pendant longtemps, laissant le calme remplir la pièce, le sentant s'infiltrer dans mes os. Daniel ne m'a pas pressé. Il est juste resté là, une présence stable dans un monde qui semblait soudainement inconnu et acéré. 2 jours plus tard, juste au moment où je pensais que le pire était peut-être derrière moi, je me suis connecté à Facebook pour vérifier les dernières confirmations de présence des amis. En haut de mon fil d'actualité se trouvait une photo postée par mon père, un dîner de famille. Mes parents, Céleste, Margot, Vince réunis autour d'une table couverte de nourriture, riant comme une version de carte Hallmark d'eux-mêmes. Pas de siège vide, personne ne manquait, pas de place laissée pour moi. La légende brûlait comme de l'acide dans ma gorge, la vraie famille ne vous trahit pas pour des étrangers. Les mentions, j'aime, et les commentaires se sont accumulés rapidement. Je vous aime. La famille d'abord, toujours. Tellement fier de savoir que vous défendez ce qui compte. Pas un seul commentaire demandant où j'étais.
Pas une seule personne demandant pourquoi la future mariée n'était pas au rassemblement de sa propre famille. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Daniel m'a trouvé là, toujours figé, des heures plus tard. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas, il n'en avait pas besoin. Il a simplement éteint l'écran et m'a tiré de la chaise, me guidant doucement vers le canapé comme si j'étais faite de quelque chose de fragile. Nous sommes restés assis là en silence, pas d'explication, pas de faux sourires, pas de faux semblants, juste la vérité, lourde, laide et indestructible. Cette nuit-là, allongé éveillé avec les ventilateurs de plafond tournant en cercle paresseux au-dessus de moi, j'ai tout repassé dans mon esprit, chaque fois que j'avais payé leurs factures, chaque fois que j'avais avalé leurs insultes, chaque fois que j'avais supplié en silence ou à voix haute pour une miette d'affection. Et pourquoi? Un texto qui me coupait les ponts comme un poids mort? Une publication Facebook qui m'effaçait de l'histoire familiale? Je me suis tourné sur le côté, face à la forme endormie de Daniel. Sa respiration était lente et régulière, un rythme calme contre le chaos qui rugissait dans ma tête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas endormi en pleurant à cause d'eux. Je n'ai pas cherché d'excuses. Je ne me suis pas demandé ce que j'aurais pu faire différemment. Au lieu de cela, j'ai murmuré dans le noir, je ne vais plus mendier. Et pour la première fois, je le pensais. Je pensais que les perdre me détruirait. Au lieu de cela, ça m'a libéré. La lumière du soleil du matin se déversait à travers les rideaux fins, s'étalant sur le parquet comme de l'or liquide. J'ai cligné des yeux en me réveillant, oubliant momentanément quel jour on était, laissant un espoir fragile et impossible s'ouvrir dans ma poitrine. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que quelqu'un se présenterait. Peut-être qu'ils réaliseraient ce qu'ils étaient sur le point de perdre. L'appartement était étrangement silencieux. Daniel s'était déjà levé, préparant probablement du café comme il le faisait toujours quand il sentait que j'avais besoin de quelques minutes de plus pour me ressaisir. Je me suis assise lentement, posant mes pieds sur le sol froid, fixant d'un air absent le petit bouquet de fleurs sauvages improvisées que Daniel m'avait acheté hier. Un murmure de sourire a effleuré mes lèvres. Même quand le monde semblait indifférent, Daniel trouvait des moyens de m'ancrer. Un léger coup à la porte a brisé le silence. Pendant une seconde, mon cœur s'est soulevé, un bond d'espoir involontaire et ridicule. Je me suis précipité vers la porte, lissant mes cheveux, m'attendant à moitié, à quoi? Maman debout là, les yeux larmoyants? Papa avec une excuse maladroite et bourrue? Au lieu de cela, c'était juste un coursier. Pas d'uniforme, pas de sourire, juste un homme tenant une petite enveloppe abîmée. Pas d'adresse de retour, pas d'emballage brillant, juste du papier beige et le sentiment de finalité. J'ai signé sans réfléchir, le stylo me semblant lourd dans la main, et j'ai fermé la porte. Daniel est apparu derrière moi, son expression prudente. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, côte à côte, pendant que j'ouvrais l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné, arrachée à la hâte d'un cahier. 6 mots, griffonnés dans une écriture hâtive, presque en colère, débrouille-toi avec ça. Tu as choisi cette vie. C'était tout. Pas de « je t'aime », pas de vœux de bonheur, pas de regret, juste un coup final et décisif. Je l'ai fixé pendant un long moment, les mots nageant devant mes yeux. Quelque part au fond de ma poitrine, quelque chose s'est fissuré, pas un éclatement violent, mais une rupture lente et inévitable, comme la glace qui se fend sur un lac gelé. Silencieuse mais irréversible. Daniel a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne, la serrant doucement. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes à leur donner, seulement une clarté creuse et douloureuse. J'ai replié le papier dans l'enveloppe et l'ai posé délicatement, comme si c'était quelque chose de toxique. C'est alors que j'ai remarqué que mon téléphone vibrait. Au début, j'ai pensé l'espérer, bêtement, que c'était peut-être quelqu'un qui me contactait pour m'offrir son soutien. Au lieu de cela, c'était une série de messages de quelques amis communs, froids, formels, maladroitement polis. Désolé, Aria, je ne peux pas venir aujourd'hui. J'espère que ce sera magnifique, cependant. Nous sommes pris par des affaires de famille, mais nous t'envoyons de bonnes ondes. Chaque message, un nouvel éclat s'enfonçant plus profondément dans une peau déjà à vif. Confuse, j'ai vérifié mes réseaux sociaux, creusant la piste qu'ils avaient laissée derrière eux comme des miettes de pain. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver, une chaîne de messages privés, des captures d'écran transmises par un ami commun qui n'avait pas cru à la campagne de diffamation. Margot, ma propre tante,
envoyait discrètement des messages à des gens dans mon dos depuis des semaines. Aria fait des choix imprudents. Je ne suis pas sûr que nous devrions soutenir ça. Il vaut mieux rester neutre et la laisser se débrouiller seule. Neutre, comme si regarder quelqu'un se vider de son sang seul à son propre mariage était un choix respectable. Je suis restée assise là, stupéfaite, la trahison m'envahissant par vagues lentes et nauséabondes. Ce n'était pas seulement une absence, c'était du sabotage. Daniel s'est accroupi à côté de ma chaise, m'ancrant à nouveau avec sa présence stable. « Tu n'as pas perdu une famille aujourd'hui » a-t-il dit doucement. « Tu as perdu des gens qui n'ont jamais mérité de s'appeler ainsi. » Les mots piquaient, vifs et indéniables. Mais il y avait aussi une couture en train de se faire, quelque part au fond de moi, de minuscules fils invisibles tissant une nouvelle sorte de force à travers les endroits où j'avais été laissé déchirer. J'ai pressé mon front contre son épaule, respirant son odeur propre et familière, savon, café et la plus légère trace de l'après-rasage qu'il portait pour les occasions spéciales. « Aujourd'hui est toujours à nous », a-t-il murmuré. « Personne n'a le droit de te voler ça. » J'ai hoché la tête lentement, laissant sa certitude s'infiltrer dans mes os. Plus tard cet après-midi-là, alors que je me tenais devant le miroir dans ma simple robe en dentelle, je l'ai vue clairement pour la première fois. Pas la fille désespérée d'approbation, pas la fille suppliant d'être vue, mais la femme qui s'était enfin choisie elle-même. J'ai posé doucement ma main sur mon cœur et j'ai dit à voix haute à mon reflet, « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que j'ai perdu. Il s'agit de ce que j'ai refusé de perdre, moi-même. » Il n'y avait pas de musique grandissante en arrière-plan, pas de transformation cinématographique, juste moi, respirant calmement, fixant le fantôme de chaque excuse que je leur avais jamais due. La porte a grincé en s'ouvrant, et Daniel a jeté un coup d'œil à l'intérieur, son sourire petit mais stable. « Prête » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, une fois, fermement. J'allais marcher dans cette allée en ne portant rien d'eux, sauf le poids qu'il m'avait appris à me délester. Le soleil grimpait déjà au-dessus d'Austin quand je me suis tenu près de la fenêtre, mon bouquet serré lâchement dans une main, me sentant étrangement légère. La matinée s'était déroulée tranquillement, presque trop tranquillement. Une partie de moi voulait croire que le pire était passé, que ce jour, entre tous, serait épargné. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Céleste, « Hâte de te célébrer aujourd'hui. » Pendant un instant déchirant et insensé, je me suis permis d'y croire. De croire que peut-être, juste peut-être, ma sœur le pensait. Que malgré tout, elle se présenterait non pas pour sa beauté, mais pour être à mes côtés. J'ai rangé soigneusement le téléphone et j'ai souri à Daniel, qui ajustait sa cravate dans le miroir. On dirait que Céleste pourrait venir, finalement, ai-je dit, en essayant de paraître décontracté. Daniel a croisé mon regard dans le reflet. Son sourire était petit, prudent. « On verra », a-t-il dit simplement. Nous nous sommes dirigés vers le lieu de la cérémonie, un petit jardin ensoleillé niché derrière une auberge historique du centre-ville. Des fleurs sauvages bordaient l'allée simple, leurs visages éclatants tournés vers le ciel. Ce n'était pas le grand mariage dont j'avais autrefois rêvé, mais il était honnête. Il était à nous. Les invités ont commencé à arriver, des visages familiers du travail, de l'université. Certains m'ont serré fort dans leurs bras, en me murmurant « Félicitations ». D'autres ont évité mon regard, leur sourire fragile. J'ai mis ça sur le compte du stress, de leur gêne face à l'absence de ma famille. Jusqu'à ce que l'une de mes collègues, Jess, me tire à part près du bar improvisé. « Et » a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. « Tu devrais peut-être voir ça. » Elle m'a tendu son téléphone. À l'écran, une vidéo TikTok, qui cumulait déjà des centaines de mentions « j'aime ». On y voyait Céleste, faisant une moue dramatique à la caméra, essuyant de fausses larmes de ses joues. Un texte défilait en haut, parfois, les gens désespérés appellent ça de l'amour. Les rires inondaient la section des commentaires. Je me suis figé, le verre d'eau tremblant légèrement dans ma main. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'audace de prétendre me soutenir en face tout en me poignardant publiquement dans le dos, de se moquer du plus beau jour de ma vie comme si c'était une blague de bas étage. J'ai senti Daniel à mes côtés avant même de réaliser que j'avais bougé. Il a jeté un œil au téléphone de Jess, sa mâchoire se crispant. « Tu n'as pas à gérer ça aujourd'hui », a-t-il dit à voix basse. Mais je savais que si. Je devais le gérer parce que l'ignorer était la façon dont ils avaient gagné pendant si longtemps. La cérémonie a commencé quelques instants plus tard. J'ai rangé le téléphone, enfouissant la colère montante au plus profond de mes entrailles, la dissimulant sous mes vœux, mes mains tremblantes,
mon sourire déterminé. Alors que je me tenais en face de Daniel, nos mains liées, l'officiant lisant des mots que j'entendais à peine, je sentais la trahison comme un bleu s'étendant sur ma poitrine. Mais quand Daniel m'a regardé, vraiment regardé, tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui m'avait choisi librement et farouchement. Nous avons échangé nos vœux sous le chaud soleil du Texas, les fleurs sauvages se balançant dans la brise, et pendant quelques minutes, le bruit s'est estompé. Jusqu'à la réception. J'ai à peine eu le temps de savourer notre première danse avant que le deuxième coup de couteau ne se torde. Des chuchotements se sont glissés dans la foule, sournois et venimeux. Tu as entendu? Apparemment, elle a dû précipiter le mariage. J'ai entendu dire qu'elle était déjà enceinte. Un invité, quelqu'un que je n'avais rencontré que par l'intermédiaire d'un ami, est même venu, faisant teinter son verre maladroitement. Félicitations. Le bébé est pour quand? Mon souffle s'est coupé, mon sourire s'est figé sur mon visage. J'ai jeté un coup d'œil à Daniel, qui a compris immédiatement, son bras s'enroulant protecteur autour de ma taille, me rapprochant de lui. Ils sont dégoûtants, a-t-il marmonné à voix basse. Il ne fallait pas être un génie pour deviner d'où la rumeur était partie. Céleste, encore, faisant ce qu'elle faisait de mieux, empoisonner le puits. Cette fois, cependant, je ne m'effondrai pas. J'ai croisé le regard de Daniel et j'ai fait le plus petit signe de tête. Pas ici. Pas maintenant. Au lieu de cela, j'ai serré sa main plus fort et j'ai relevé le menton. Quand est venu le moment des toasts, Daniel a pris brièvement le micro. Il n'a pas mentionné la famille absente, n'a pas parlé de regrets ou de ce qui aurait pu être. Il a simplement dit, parfois, la famille que l'on construit est plus forte que la famille dans laquelle on est. Des applaudissements se sont élevés autour de nous, sincères et féroces. J'ai cligné des yeux rapidement, sentant les larmes piquer au coin de mes yeux, mais pas de tristesse cette fois. Après la fin des formalités, et la découpe du gâteau, et que le dernier invité a titubé en riant vers un Uber, Daniel et moi sommes retournés à notre appartement. Toujours dans ma robe, toujours pieds nus, je me suis assise par terre dans notre salon, faisant défiler mon téléphone. La vidéo TikTok continuait de gagner des vues, les commentaires étaient toujours cruels. Mais maintenant, je voyais clair, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de leur besoin de me punir pour avoir quitté la cage qu'ils avaient construite. Et je n'allais plus les laisser contrôler le récit. J'ai commencé à rassembler des preuves, des captures d'écran de la vidéo TikTok de Céleste, des messages d'invités chuchotant la rumeur de grossesse, des photos du barbecue familial posté le jour même de mon mariage, tous riant, levant leur bière comme s'ils avaient évité une balle en manquant mon bonheur. J'ai créé un dossier sur mon bureau, le nommant tranquillement « Vérité ». Je ne prévoyais pas de publication rageuse, pas de confrontation dramatique, pas de dispute hurlante. J'allais être intelligente. J'allais être stratégique. Et j'allais m'assurer qu'ils n'oublieraient jamais le jour où ils avaient choisi de me perdre. La lumière du matin filtrait à travers les stores, jetant des rayures pâles sur le sol du petit appartement. J'étais toujours en pyjama, une tasse de café tiède abandonnée sur la table, le dossier « Vérité » ouvert devant moi. Il y avait quelque chose de mécanique dans mes mouvements maintenant, imprimer des captures d'écran, sauvegarder des liens, organiser les noms et les horodatage. Daniel est arrivé de la cuisine, remplissant ma tasse de café sans un mot. Son soutien silencieux manquerait, même lorsque mes mains tremblaient légèrement. La notification a retenti sur mon téléphone, presque nonchalamment. Ping. Je l'ai ignoré au début. Ping. Une autre. Finalement, en soupirant, je l'ai ouverte. C'était un message de mon amie, Rachel, l'une des rares qui m'avait soutenu sans faillir. Il faut que tu vois ça. Une publication Facebook était jointe. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone alors que je l'ouvrais. Des photos remplissaient l'écran, ma famille réunie dans le jardin de Margot, des ballons, des visages souriants, des gobelets rouges levés bien haut, des tables chargées de côtes de porc au barbecue et de salades de pommes de terre. La légende disait, célébration de la vraie famille et des vraies valeurs aujourd'hui. Certains liens sont mieux coupés. L'horodatage disait tout, le même jour, à la même heure où j'avais été debout dans une robe blanche, me vouant à un nouveau départ. La douleur s'est tordue en moi, aiguë et brutale. Ils n'avaient pas seulement manqué mon mariage, ils avaient célébré mon absence. J'ai fixé les images jusqu'à ce qu'elles se brouillent, la rage et le chagrin se disputant l'espace dans ma poitrine. Daniel est venu derrière moi, lisant par-dessus mon épaule. Sa main s'est brièvement resserrée sur mon épaule, son silence plus fort que n'importe quel mot.
J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé, le son discordant dans le silence. J'imagine qu'ils ne voulaient pas manquer leur genre de fête, ai-je dit, la voix plate. Daniel a secoué la tête, la mâchoire serrée. Ce ne sont pas une famille. Plus maintenant. Je pensais que c'était le pire. Je le pensais vraiment. Jusqu'à ce que Rachel envoie un autre message. Il y a aussi une vidéo. À contre-cœur, j'ai cliqué sur le lien. L'image était tremblante, le téléphone de quelqu'un enregistrant des rires et des verres qui trinquent. Puis la caméra s'est tournée vers un hôtel improvisé, une vieille caisse en bois recouverte de tissu blanc, installée au milieu du jardin. Margot se tenait à côté, tenant un bol en plastique bon marché rempli d'eau. Elle l'a levé bien haut et a annoncé d'une voix forte, « Aujourd'hui, nous nous purifions de la trahison. Nous lavons la déloyauté. » Tout le monde a hurlé et applaudi alors qu'elle plongeait sa main de façon spectaculaire dans le bol, projetant de l'eau tout autour comme une mauvaise imitation d'un prêtre. La légende en dessous, on ne peut pas purifier les ingrats, mais au moins on a essayé. Je n'ai pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce que Daniel prenne doucement le téléphone de ma main. Il l'a fixé un long moment, puis, sans un mot, l'a posé face contre table avec un bruit sourd. « Il ne mérite plus d'avoir la moindre parcelle de toi, » a-t-il dit finalement, sa voix basse et dure. Quelque chose de froid s'est installé en moi. Pas de la tristesse, même plus de la rage, juste une clarté assez tranchante pour couper à travers l'os. Je me suis levé lentement, me dirigeant vers le dossier « Vérité », ouvrant un nouveau sous-dossier intitulé « Moquerie BBQ ». J'ai commencé à sauvegarder des captures d'écran de la vidéo, des commentaires, des rires. Je ne faisais pas ça pour leur faire du mal, je le faisais pour me sauver de jamais douter à nouveau. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque trahison, je documenterai tout. Non pas pour en faire une arme, mais pour me souvenir, afin qu'aucune excuse enveloppée de larmes de crocodile ne puisse jamais me faire flancher à nouveau. Le tableau en liège que nous avions accroché pour les plans de table du mariage s'est rapidement transformé en quelque chose de tout à fait différent. Des épingles reliées des captures d'écran à des messages textes, des photos se superposaient comme des cicatrices sur sa surface, abus financiers, humiliation publique, manipulation psychologique. Daniel a aidé sans poser de questions, épinglant silencieusement des images à côté de moi. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Cette nuit-là, pendant que Daniel dormait, je me suis assise à la table de la cuisine avec un cahier usé et un stylo à billes bon marché. J'ai écrit, je ne leur dois rien. Je me dois tout. Les mots saignaient sur la page, permanents et inflexibles. J'ai fermé le cahier avec soin, le posant à côté de la montagne croissante de preuves. En regardant autour de notre petit appartement le canapé de seconde main, la vaisselle d'occasion, les photos de mariage que nous n'avions même pas encore encadrées, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ils avaient pensé qu'ils m'enterraient sous la honte. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était de planter une graine. Et ce qui pousserait ensuite serait quelque chose qu'ils ne pourraient ni contrôler ni écraser. Je n'étais plus leur petite fille brisée. J'étais le feu de forêt qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les fenêtres quand Daniel m'a trouvé penché sur l'ordinateur portable, les sourcils froncés, faisant défiler mon rapport de crédit. Je n'avais pas prévu de le vérifier. Honnêtement, j'avais évité tout ce qui pourrait ajouter une autre fissure à mon cœur déjà fracturé. Mais quelque chose me tourmentait maintenant, un instinct affiné par trop d'années à ignorer l'évidence. Le premier signal d'alarme m'a frappé comme une gifle, un compte de carte de crédit que je ne reconnaissais pas, ouvert il y a 6 mois. Puis un autre, et un autre. 4 cartes, tout au maximum, des milliers de dollars de dettes à mon nom. Ma poitrine s'est serrée alors que je cliquais sur les détails, appareils électroniques, meubles, soins de spa, des transactions que je n'avais jamais autorisées, que je n'avais même jamais rêvé de pouvoir me permettre quand Daniel et Mo. Ils nous débrouillions pour organiser un mariage dans un jardin. C'était là, ma trahison, non plus seulement émotionnelle mais financière, tangible, légale. J'ai serré le poing si fort que mes articulations ont craqué. Il ne m'avait pas seulement abandonné, il m'avait volé. Daniel s'est assis à côté de moi, lisant par-dessus mon épaule, sa mâchoire s'est contractée une fois, une fureur contenue et tendue. Ils n'ont pas juste franchi une ligne, a-t-il dit à voix basse. Ils l'ont enterré. Avant même que je puisse commencer à traiter la fraude, mon courriel a sonné. J'ai jeté un œil à l'expéditeur, Darlene Evans. Ma mère. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Chère Aria, nous savons que les choses se sont un peu envenimées dernièrement.
Les familles se disputent, c'est normal. Peut-être pourrais-tu nous aider avec quelques factures en retard? Tu sais, pour repartir à zéro. Ne gardons pas de rancune. Après tout, nous sommes une famille. Amour, maman. Aucune excuse pour les années de négligence, aucune reconnaissance de la moquerie, aucune mention du vol. Juste une autre demande, une autre prise, une autre main s'insinuant dans ma cage thoracique, cherchant tout ce qui était encore chaud. J'ai claqué l'ordinateur portable avec une force qui a fait trembler la vaisselle dans l'évier. Daniel n'a rien dit, il n'en avait pas besoin. J'ai arpenté le petit salon, les mots coincés dans ma gorge, les mains serrées à mes côtés. Combien de fois étais-je tombé dans le panneau? Combien de fois avais-je confondu leurs besoins avec de l'amour? Ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient ce que je pouvais donner. Et quand j'ai arrêté de donner, ils ont commencé à prendre. Les offenses de la journée n'étaient pas terminées. Rachel m'a envoyé un texto vers midi. Il faut que tu vois ça. C'est grave. Un autre lien, une autre trahison. Des captures d'écran, cette fois, de messages entre Céleste et une connaissance commune. Ma sœur, mon sang, avait offert de l'argent à quelqu'un pour répandre des rumeurs selon lesquelles j'étais mentalement instable, que ma crise de mariage n'était pas due à la trahison mais à mes antécédents de problèmes émotionnels. Que je n'étais pas une fille lésée, j'étais une bombe à retardement. C'était vicieux, calculé, conçu pour m'isoler davantage, pour me couper de toute sympathie restante. Daniel a lu par-dessus mon épaule, son visage de granit. On ne laisse pas passer ça, a-t-il dit sèchement. Plus maintenant. Et j'étais d'accord. Je n'allais pas mener cette guerre émotionnellement, j'allais la mener intelligemment. Nous avons passé l'après-midi à monter le dossier. Daniel a appelé un avocat qu'il connaissait par son travail, obtenant des conseils sur le vol d'identité et la fraude au crédit. J'ai contacté les agences de crédit, placé des alertes à la fraude sur mes rapports et commencé à contester chaque compte non autorisé. J'ai déposé une plainte à la police. Chaque capture d'écran, chaque message, chaque publication Facebook a été classée dans des dossiers soigneusement datés. Il ne s'agissait plus seulement de se sentir trahi, il s'agissait de conséquences. Je n'étais pas leur distributeur de billets. Je n'étais pas leur punching ball émotionnel. J'étais une femme adulte dont la patience avait finalement, irrévocablement, expiré. Alors que le crépuscule tombait, je me suis assise et j'ai contemplé le tableau en liège maintenant couvert de preuves. C'était grotesque d'une certaine manière, un musée de chaque cicatrice qu'ils m'avaient laissée. Mais ce n'était plus moi qui étais exposé, c'était eux. Daniel m'a apporté une tasse de thé, la posant silencieusement à côté de moi. Il n'a pas essayé de me sortir de ce moment, il est simplement resté là, solide, réel, tout ce qu'il n'avait jamais été. J'ai repris mon cahier usé, tournant à une nouvelle page. J'ai écrit, il pensait que l'amour me rendait faible. Il m'a rendue résiliente. Le stylo grattait le papier comme un murmure de vengeance. Non, je ne prévoyais pas de les détruire publiquement. Ce serait trop facile et trop proche de la laideur qu'ils avaient déjà embrassée. J'allais faire quelque chose de bien plus terrifiant. J'allais vivre mieux sans eux. Et j'allais m'assurer que chaque trace de leur cruauté soit exposée, non pas par des disputes hurlantes ou des querelles familiales sur Facebook, mais légalement, tranquillement, de manière permanente. Fini les supplications, fini de pardonner l'impardonnable. Cette nuit-là, avant de me coucher, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la nuit texane. Pas d'étoiles, pas de lune, juste le bourdonnement électrique d'un monde qui continuait de tourner, indifférent à la trahison. Et pour la première fois, cela ne m'a pas fait me sentir petite. Cela m'a fait me sentir infinie. Il était temps que la vérité soit plus forte que leurs mensonges. Le jour s'est levé à travers les rideaux entraînés de gris terne. J'étais assise en tailleur sur le canapé, le dossier de preuves étalé devant moi, mes doigts traçant distraitement le bord d'une capture d'écran imprimée. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge. Daniel a versé du café dans ma tasse ébréchée préférée et l'a posée à côté de moi sans un mot. La question flottait dans l'air entre nous, non dite mais assourdissante, allais-je rester silencieuse à nouveau, ou allais-je enfin me choisir? Daniel s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, la voix calme mais assurée. Il comptait sur ton silence, Aria. C'est comme ça qu'il gagne. C'est comme ça qu'il gagne toujours. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Mon cœur battait, lent et régulier, un métronome de quelque chose d'ancien et de mon temps.
Cette fois, je ne les laisserai pas réécrire la fin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur « Nouvelle publication » et pour la première fois de ma vie, j'ai dit toute la vérité. J'ai tout téléchargé, les captures d'écran des cartes de crédit non autorisées, les courriels de Darlene demandant de l'argent sous le couvert de fausses excuses, la vidéo TikTok de Céleste se moquant du jour de mon mariage, les photos de la fête barbecue où ma famille souriant sans moi, accomplissant leur cérémonie de purification et les messages textes me diffamant, légendés de mots simples et inflexibles, voici à quoi ressemblait la famille d'abord pour moi. Pas de colère, pas de vengeance, juste la vérité mise à nu pour quiconque veut bien la voir. J'ai cliqué sur publier. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. L'effet d'entraînement a commencé modestement, quelques mentions, j'aime, quelques commentaires. Je suis tellement désolé que tu aies vécu ça. Tu mérites mieux. La famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. Puis les partages ont commencé. Et la colère. Et l'incrédulité. En quelques heures, la publication était devenue virale. Mon téléphone vibrait sans arrêt de notifications, des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, des étrangers offrant leur solidarité, même des journalistes locaux qui m'envoyaient des messages privés pour me demander si j'étais prête à partager mon histoire publiquement. Pour une fois, la honte n'était pas à moi de la porter. C'était à eux. Margot et Vince ont été les premiers à en ressentir les effets. Quelqu'un de leur service des ressources humaines a signalé la publication. À midi, une enquête formelle avait été lancée sur l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Margot avait utilisé son courriel professionnel pour coordonner certaines des calomnies du barbecue. Le soir, les partenariats d'influence de Céleste ont commencé à s'effondrer. Une marque après l'autre l'a lâché, discrètement mais de manière décisive. Pas de grandes excuses, pas de prise de conscience de leur part, seulement des statuts Facebook colériques et pleins d'apitoiement sur soi qui se sont retournés de manière spectaculaire sous le poids écrasant de l'opinion publique. Les gens aiment déchirer les familles, a posté Darlene avec amertume. Tout ce que vous entendez n'est pas vrai. Les commentaires en dessous n'étaient pas tendres. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de voler votre propre fille. Les preuves ne manquent pas, madame. Vous l'avez élevée juste pour vous en servir. Honte à vous. Chaque commentaire était un point de suture dans la blessure qu'ils avaient laissée, la refermant de l'extérieur vers l'intérieur. Regarder cela se dérouler ne m'a pas apporté la satisfaction joyeuse que j'avais autrefois imaginée. Au lieu de cela, c'était calme, lourd, juste. Je n'ai pas dansé dans les ruines de ce qu'ils ont détruit, je me suis simplement éloigné des cendres. Daniel et moi étions assis sur le canapé ce soir-là, la lueur de mon téléphone faible dans le salon assombrie. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Il n'a pas dit, tu devrais être fier. Il s'est juste penché, m'a embrassé sur la tempe et a murmuré, tu es libre maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, pour la première fois, j'y ai cru. J'ai bloqué tous les numéros qui leur étaient liés. J'ai rempli les papiers pour changer mon nom légal, le nom qu'ils avaient utilisé pour contrôler, pour humilier, pour siphonner. J'en ai choisi un nouveau, un nom qui ne portait aucun écho de leur cruauté. Debout au palais de justice des semaines plus tard, Daniel me tenant la main, j'ai signé les documents d'une main qui ne tremblait pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de réclamation, de propriété, de salut. Je n'effaçais pas le passé, je refusais de le laisser me définir. En sortant dans l'air vif du Texas, les papiers serrés dans une main, les doigts de Daniel entrelacés avec les miens, je me sentais plus légère, plus propre, entière. Peut-être que brûler les ponts n'était pas de la destruction, après tout. Peut-être que, parfois, c'était le seul moyen de se sauver de la noyade. Parfois, brûler les ponts n'est pas de la destruction, c'est le salut. Le soleil semblait différent ce matin-là, ni aveuglant ni oppressant, juste chaud, doux contre ma peau alors que je sortais du palais de justice pour la deuxième fois, serrant contre ma poitrine une nouvelle série de papiers. Mon nom, celui qu'ils avaient utilisé comme une arme contre moi pendant des décennies, avait disparu. À sa place, un nom que j'ai choisi, un nom que personne ne pourrait tacher de ses mensonges ou de sa trahison. Daniel attendait près du camion, un bouquet de tournesol à la main, souriant comme si nous venions de remporter quelque chose de plus grand que n'importe quelle décision de justice. Et peut-être que c'était le cas. Nous ne sommes pas rentrés à la hâte. Nous nous sommes arrêtés pour un café dans un petit restaurant endormi au bord de l'autoroute, le genre avec des tasses ébréchées et de vieilles chansons country jouant trop doucement pour être reconnues. J'ai siroté mon café lentement, respirant la liberté comme de l'oxygène. L'avenir n'était pas encore tracé.
Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois de ma vie, l'avenir ressemblait à quelque chose que je pouvais créer, pas à quelque chose que je devais survivre. Quelques semaines plus tard, nous avons emménagé dans une petite maison en périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, 2 chambres, un petit bout de jardin luttant sous la chaleur du Texas, mais c'était à nous. Pas d'objet de seconde main imprégné de culpabilité, pas de photos de visage souriant à travers des dents serrées sur les murs. Juste de l'espace pour guérir, pour reconstruire, pour respirer. Nous avons peint le salon d'une douce nuance de vert, la couleur des nouveaux départs. Nous avons adopté un bâtard du refuge, une petite créature timide avec des cicatrices que nous ne pouvions pas voir mais que nous comprenions d'une certaine manière. Nous l'avons appelé Lucky. Les nuits étaient plus calmes là-bas. Pas de sirène, pas d'appel téléphonique rageur, pas d'écho de culpabilité s'insinuant dans l'obscurité. Juste les grillons, le faible bourdonnement du ventilateur de plafond, et la respiration régulière de Daniel à côté de moi. De temps en temps, les vieilles blessures me démangeaient. Un souvenir se faufilait à un matin de Noël passé à essayer d'acheter leur approbation, un anniversaire où le seul cadeau était le silence. Mais les souvenirs ne me possédaient plus. Ils étaient juste là, comme des cicatrices estompées, la preuve que j'avais guéri, pas la preuve que j'étais brisé. Bien sûr, ils ont essayé, sans grande conviction. Céleste a posté des citations vagues et passives-agressives sur les membres de la famille traître et les fausses victimes dans ses stories Instagram. Margot a partagé de vieilles photos de famille datant d'il y a des années avec des légendes comme « Certaines personnes oublient d'où elles viennent ». Je n'ai pas répondu, pas commenté, pas ragé, car leur public s'était réduit. Leurs mots, autrefois des poignards, semblaient maintenant émoussés et ignorés. Quelques cousins éloignés que je connaissais à peine ont envoyé des messages maladroits. Et, désolé que les choses se soient passées comme ça. J'espère que tu vas bien. Je les ai lus, j'ai souri un peu à l'ironie, et j'ai appuyé sur supprimer. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'étais simplement indifférente. La bataille était terminée, et j'avais gagné, non pas parce que je les avais détruits, mais parce que j'avais refusé de les laisser me détruire. La confiance, bien sûr, prendrait du temps. J'ai rejoint un groupe de soutien local pour les adultes en rupture avec leur famille, non pas parce que j'avais besoin de me défouler, mais parce que je voulais construire de vraies connexions, une vraie communauté, un vrai sentiment d'appartenance. J'ai écouté d'autres raconter leurs histoires, certaines étrangement similaires, d'autres déchirantes, et j'ai trouvé du réconfort non pas dans la colère partagée, mais dans la survie partagée. Nous rions plus que nous ne pleurions. Nous parlions de jardin, de travail et d'histoires de rendez-vous amoureux terribles. Nous célébrions les victoires des uns et des autres, aussi petites soient-elles. La guérison n'était pas une grande explosion. Elle était silencieuse. Elle était dans les matins où je me réveillais et ne me préparais pas à la déception. Elle était dans les dîners où personne ne mesurait l'amour en dollars ou en obéissance. Elle était dans le rire qui jaillissait de manière inattendue quand Daniel essayait et échouait à faire du pain à partir de rien un samedi. Elle était dans la paix qui venait de savoir que personne d'autre n'avait plus le pouvoir de me définir. Pour mon premier anniversaire après le changement de nom, j'ai vérifié ma nouvelle boîte postale, curieuse. À l'intérieur se trouvait une carte, non signée, laide dans son amertume. Sans l'ouvrir, je me suis dirigé vers la poubelle la plus proche et je l'ai jetée. Certaines choses ne méritaient même pas une seconde de mon temps. Au lieu de cela, je suis rentré à la maison, j'ai fait un simple gâteau à la vanille, de travers et imparfait. Daniel et moi l'avons mangé sur la terrasse arrière, pieds nus, Lucky blotti à nos pieds, les étoiles nous faisant un clin d'œil comme si elles étaient enfin dans la confidence. Pas de toast sophistiqué, pas de grands discours, pas besoin de plus. Juste une vie tranquille, construite à partir de rien, forte, têtue, et enfin mienne. Et alors que les bougies s'éteignaient, j'ai murmuré une simple prière dans le noir, merci pour la fin, et pour le commencement. Parce que parfois, la famille n'est pas le sang qui vous lie. Parfois, la famille est ce que vous construisez, pas ce que vous survivez. Après tout ce que j'ai vécu, voici la vérité que personne ne vous dit assez tôt, la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix, de respect, de sécurité. Vous ne devez pas votre paix à des gens qui utilisent votre loyauté comme une arme. Vous n'avez pas à continuer de saigner simplement parce que quelqu'un d'autre vous tend le couteau avec un sourire. Se choisir n'est pas égoïste, c'est de la survie. Et la guérison, la vraie guérison, signifie parfois s'éloigner sans avoir besoin de claquer la porte. Cela signifie reconstruire tranquillement une vie si pleine,
si joyeuse, que leur absence ressemble à la liberté, pas à une perte. Si vous vous trouvez à cette croisée des chemins en ce moment, vous demandant s'il est acceptable de vous faire passer en premier, laissez-moi vous le dire, ça l'est. Et vous le méritez. Parce que vous n'avez jamais été trop. Vous n'avez jamais été le problème. Vous essayez simplement de fleurir dans un jardin qui refusait de vous arroser. Alors, fleurissez quand même. Et maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui, selon vous, ne vous trahirait jamais? Quelle a été la partie la plus difficile, et qu'avez-vous appris sur vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous, même un simple « Je suis là » si cette histoire a touché votre cœur, ou dites-moi d'où vous regardez. J'aimerais savoir jusqu'où notre petite communauté s'étend. Et, si vous vous êtes senti vu, si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une lueur de force à travers cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement et restez connectés. Nous avons tellement d'autres histoires réelles, brutes et curatives à partager ensemble. Vous n'êtes pas seul ici. Merci d'avoir écouté et de faire partie de quelque chose.